Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être présents, toutes et tous, à cette soirée des 15 ans de la Fondation Alpha Omega. Nous sommes tous ravis de vous accueillir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Satish de la Victoire, je suis directeur d'investissement social à la Fondation et j'aurai l'honneur et le plaisir d'être votre animateur ce soir. Alors, avoir 15 ans, c'est quoi ? 15 ans, c'est l'âge pivot de l'adolescence pour les millions de jeunes qui sont scolarisés. 15 ans, c'est aussi l'âge des contrastes, où les jeunes sont parfois si matures et parfois si infantiles. 15 ans, c'est l'âge de bascule entre deux mondes, celui de l'enfance à l'âge adulte. Ce sont ces 15 premières années de vie qui constituent le cœur de l'action et du combat de la Fondation Alpha Omega. En effet, nous œuvrons pour permettre la réussite scolaire et soutenir l'insertion de tous les jeunes qui sont issus de milieux modestes. Ce soir, derrière les visages que vous allez voir et qui vont défiler sur cette scène, il y a toutes les équipes qui s'engagent à nos côtés et surtout qui s'engagent pour la jeunesse française. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre directrice générale, Elisabeth Elkrief, qui va introduire cette soirée. Bonjour, vous m'entendez ? Ouais. Ah, là ? Mesdames et messieurs, chers partenaires, investisseurs, mécènes de compétences, fondations, entreprises, chères associations, chers présidents, chers membres de notre conseil d'administration, chère équipe, et vous tous ici réunis ce soir. Autrement dit, chers amis de la réussite éducative des jeunes issus de milieux modestes. La France compte, je le rappelle, 2 millions de jeunes en grande difficulté scolaire. 1,5 million de jeunes de 16 à 29 ans sortis de l'école ni en emploi ni en formation, auxquels il faut ajouter ceux qui décrochent post-bac. Face à l'ampleur de ce problème, l'action de tous les acteurs ici présents est cruciale et mérite d'être mise en lumière ce soir. Je voudrais vous partager une histoire que Maurice Chéniaud m'a racontée. C'est l'histoire d'un enfant sur une plage où des milliers d'étoiles de mer sont échouées sur le sable. Il s'échine à remettre à l'eau toutes celles qu'il peut. Un homme qui passe par là lui demande « Pourquoi te donner tout ce mal pour n'en sauver que quelques-unes ?» Alors l'enfant lui répond, en lui montrant l'étoile de mer qu'il a dans la main, « Pour elle, cela change tout. » Cette histoire, c'est celle de notre conviction profonde. Chaque vie sauvée, chaque trajectoire transformée compte infiniment. Il nous faut œuvrer à ce que toutes le soient. Aujourd'hui, nous accompagnons à travers les associations 400 000 jeunes avec notre modèle de Venture Philanthropie. Ce modèle, qui s'accompagne d'une quête constante d'impact maximum, se traduit par les mots KPI, impact, data, amélioration continue, mais rarement par des mots chargés d'émotion. C'est précisément dans des occasions comme aujourd'hui que nous devons laisser parler nos émotions, notamment notre reconnaissance et notre admiration. Je tiens donc avant toute chose à vous adresser un immense merci. Merci à nos investisseurs, merci à nos partenaires financiers, merci à nos mécènes de compétences. Sans vous, cette action ne pourrait exister. Merci aussi à toutes les fondations avec qui nous coopérons et bien sûr, un merci tout particulier à nos chères associations. Nous admirons profondément votre dévouement et l'énergie que vous mettez à changer toutes ces vies. J'ai beaucoup réfléchi au paradoxe qui, selon moi, entrave notre action. D'un côté, il y a le discours critique du système qui présente l'échec scolaire et l'inégalité des chances comme des fatalités. Ce type de discours est paralysant. De l'autre côté, il y a le discours des ressorts individuels de la réussite, d'une éducation gratuite et accessible à tous, où chacun peut s'il veut. Ce discours fait porter une responsabilité individuelle parfois écrasante. Avec le recul de nos 15 années d'existence, il me semble que la Fondation Alpha Omega joue un rôle de réconciliateur. Nous apportons une vision systémique positive. Nous œuvrons à redonner aux jeunes et aux familles la capacité de prendre leur vie en main et de redevenir acteurs de leur histoire et non pas seulement bénéficiaires. Pour les jeunes qui peinent à trouver leur épanouissement à l'école, nous prenons l'alliance éducative, celle des parents, des professeurs et des associations. En alliant toutes ses forces à celles du jeune, celui-ci pourra réussir dans sa singularité. Notre modèle permet également de concilier un autre paradoxe,
l'alliance du business et du social. L'associatif est encore considéré comme un secteur coûteux et inefficace. Grâce à notre méthodologie exigeante, nous travaillons à identifier les moments clés, nos fameux moments charnières, où l'action des associations est indispensable. Nous apportons alors nos compétences business pour que ces grandes associations puissent démultiplier leur impact avec des économies d'échelle sans toucher à la qualité. Pour nous, chaque euro donné aux associations n'est pas un don, mais un investissement social qu'il s'agit de maximiser afin de prévenir le décrochage qui coûte si cher à la société. Et maintenant, un mot sur notre programme de ce soir. Je forme le vœu que ce soir, cette vision de la réconciliation et de l'exigence vous apparaîtra à travers les témoignages de nos invités. Dans un premier temps, nous reviendrons en vidéo sur notre action depuis 15 ans et notre vision systémique de Venture Philanthrope. Ensuite, nous aborderons le financement qui est le nerf de la guerre, puis nous passerons la parole aux dirigeants d'associations pour témoigner de la façon dont la Venture Philanthropie se vit concrètement. Enfin, nous vous réservons une annonce avant la conclusion de notre président Maurice Chéniaud. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement et vous invite à profiter de ce moment d'échange. Que cette soirée soit, comme nous l'espérons, la célébration vivante et vibrante de la cause des jeunes qui nous anime. Merci à tous. Merci beaucoup Elisabeth pour ces mots d'introduction. Alors avant de poursuivre, je vous propose de découvrir ensemble une courte vidéo qui résume les 15 années d'action de la Fondation Alpha Omega. Depuis 2010, la Fondation Alpha Omega soutient les associations qui luttent contre le décrochage scolaire et favorisent l'insertion des jeunes. Son modèle, la Venture Philanthropie, une approche qui combine financement et expertise pour aider chaque association à changer d'échelle et accompagner le plus grand nombre de jeunes. L'aventure démarre avec Babylone en 2011, puis s'accélère en 2012 avec Coup de pouce qui aide à prévenir le décrochage dès la maternelle. L'année suivante, c'est le réseau des écoles de la deuxième chance, engagé dans l'insertion des jeunes sortis du système scolaire, qui se joint à nous. Puis viennent Entreprendre pour apprendre, la FEV et Énergie Jeune entre 2014 et 2017 avec leurs programmes complémentaires de prévention. En 2018, c'est Écoluma et son approche originale de l'accompagnement des enseignants dans leur formation pédagogique qui nous rejoint. Enfin, à partir de 2019, nous renforçons notre action avec Article 1, l'UNML et les missions locales, dont celle de Paris en 2022. En 15 ans, la Fondation Alpha Omega a accompagné 11 associations. Avec l'aide des associations, nous avons bâti un parcours à fort impact au moment charnière de la scolarité où les risques de décrochage sont les plus élevés. Coup de pouce agit dès la maternelle sur le langage, la lecture et les maths. La FEV, avec son mentorat, aide les jeunes à prendre confiance dans leurs études. Énergie Jeune développe la motivation et la persévérance scolaire. Entreprendre pour apprendre aide à découvrir ses talents et construire son orientation. Écoluma soutient les enseignants pour renforcer leur impact auprès des élèves. Et les missions locales accompagnent les jeunes vers la formation et l'emploi. Un continuum éducatif où chaque étape compte. En 15 ans, la Fondation Alpha Omega a soutenu 11 associations à fort impact, mobilisé 45 millions d'euros et accompagné plus de 2 millions de jeunes. Grâce à cet engagement collectif, des milliers de jeunes ont retrouvé confiance, goût pour l'école et perspectives d'avenir. Fondation Alpha Omega, un pays qui réussit, est un pays où chaque jeune peut réussir. Merci à toutes et tous. Alors, comme Elisabeth a rappelé l'importance d'avoir des partenariats financiers solides, nous vous proposons à présent d'accueillir la voix de l'un de nos fidèles investisseurs, la Caisse des dépôts et consignations, qui est ce soir représentée par Florence Derame, directrice financière de la Banque des Territoires. Je vous propose d'accueillir Florence. Bonsoir à tous. C'est difficile de prendre la parole avec un tel exposé et un tel impact. Donc je voulais présenter mon rôle aujourd'hui. Donc je représente la Caisse des dépôts, le grand pôle financier public,
qui a accompagné la Fondation dès le début et qui accompagne encore aujourd'hui. Donc peut-être quelques mots sur la Caisse des dépôts. On est donc ce grand pôle financier public qui récolte l'argent du livret A et l'argent des notaires et qui sécurise tous les fonds français. Et notre mission, c'est d'intervenir en accompagnement de politique publique en ayant une vocation d'avoir un impact structurant et transformant sur un secteur. Et c'est le cas avec cette fondation et avec vous tous. Donc ça a été une décision assez facile à prendre, je pense, de l'accompagner. Donc on vous a accompagné dès le début, dès la création. Et finalement, ce qu'arrive à faire la Fondation, c'est de réunir l'investissement, la rentabilité, l'emplacement dans un fonds et de la philanthropie avec un impact social, un impact d'intérêt général majeur sur un sujet qui nous touche tous. Donc merci à tous pour ça. Nous, depuis qu'on vous suit, vous répondez positivement à tous nos indicateurs. On a un taux de satisfaction de l'investissement qui est supérieur à 90%. Je parle en termes financiers, mais c'est ça qui nous anime, enfin qui nous permet de dire que l'impact est là. Et ça fait du sens en lien avec toutes nos autres actions. Enfin, la Caisse des dépôts, c'est plus de 1000 milliards de total bilan. On investit en mandat avec nos fonds propres, avec les fonds de l'État, sur des sujets d'éducation majeure. Donc voilà, je voulais vous partager ces quelques messages vus de l'investisseur, notre vision de l'impact de la Fondation. Merci à tous. Applaudissez-la 2 fois parce que la Caisse des dépôts nous a apporté 45 millions d'euros de soutien. Alors, continuons à parler finances. J'ai à présent l'honneur d'accueillir Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, qui est un autre mécène majeur de l'éducation en France. Isabelle va ici incarner la communauté des autres fondations avec qui nous collaborons au quotidien sur le plan financier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous et d'abord, je vais me joindre au concert de louanges. C'est un petit peu ça, les soirées comme ça. Les soirées anniversaires, c'est le moment où on se dit à quel point on s'apprécie. Et je voudrais redire à quel point travailler avec la Fondation Alpha Omega, c'est une chance. C'est une chance pour le monde de la philanthropie en France, qui malheureusement est peut-être encore trop dans des réflexes de silos, dans des réflexes peut-être un petit peu d'un autre âge, bien éloignés parfois de ce que font nos collègues quand on voit comment travaillent les fondations aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. C'est vrai que parfois, moi, je me dis, ce qu'a initié, ce qu'a impulsé Elisabeth Elkrief, c'est assez exceptionnel, c'est assez unique. Je propose même qu'on l'applaudisse, parce qu'on ne va pas se priver ce soir. Donc, sans vouloir personnaliser la Fondation Alpha Omega, mais c'est vrai qu'elle et ses équipes font un énorme travail, je tenais tout d'abord à le saluer. Et c'est vrai que quand je parle de silo, c'est une manière pour moi d'insister sur le besoin et l'urgence des coalitions. Quand Elisabeth m'a proposé effectivement d'intervenir ce soir, je me suis dit, s'il y a un seul message, un seul mot à retenir, c'est ce mot de coalition, nouvelles alliances. Benoît Hamon l'a répété, on a été nombreux ensuite avec la Fondation de France à le répéter, nous avons besoin de ces nouvelles alliances. Quelles sont-elles ? Tout simplement de travailler plus entre fondations. Et je me réjouis d'ailleurs que dans le secteur bancaire, il n'y a pas de concurrence. Donc on travaille très aisément avec Laurent Berger, avec la Fondation Crédit Mutuel. Je ne les vois pas trop, mais bon, voilà, je sais qu'il y a peut-être certainement d'autres fondations qui représentent le secteur de la banque. Et j'aime beaucoup cette idée de coalition aussi sur une cause. On le fait par exemple avec la Fondation Break Poverty sur les lycées pro, mais ça s'est fait aussi avec tout ce qu'on a essayé de faire sur l'aide à l'enfance. Et je sais que c'est aussi la démarche d'Alpha Omega de travailler avec des coalitions de fondations. On a la chance d'avoir un secteur philanthropique qui quand même se développe d'année en année. Malheureusement, on l'a vu récemment, régulièrement critiqué par les médias, mais c'est pas grave. Il y a de l'argent dans le secteur privé, il faut en profiter. Mais c'est vrai que quand on regarde bien les chiffres, on se dit qu'il y a plus de fondations dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Et pourquoi pas nous ? Pourquoi 9% d'entreprises mécènes ? Peut-être parce que justement, on n'a peut-être pas assez montré l'exemple d'une philanthropie
qui est basée sur l'innovation sociale, qui travaille ses mesures d'impact et qui travaille ses coalitions. Donc voilà, moi je suis ici ce soir pour non seulement continuer de dire que j'ai envie de travailler à nouveau avec la Fondation BNP Paribas, avec la Fondation Alpha Omega, et merci de nous avoir notamment repéré, tu nous as servi, Elisabeth, de repérage pour notamment aider coup de pouce. Mais surtout, j'insiste un peu sur cette urgence, et puis je terminerai juste là-dessus. Dans une époque comme la nôtre, avec de telles fractures, avec de tels défis, avec de nouvelles crises, on parle même de polycrise, j'ai envie de dire que cette urgence des coalitions, on peut l'appeler de tous nos voeux, et également pour avoir l'audace peut-être d'aller sur des nouveaux sujets. Je vois votre visage, Madame Notat, et j'ai le souvenir, quand j'étais à France Inter, que vous étiez l'incarnation justement de cette audace, de comment une femme pouvait oser prendre la parole dans le monde syndical sur certains sujets qui n'étaient pas forcément ceux du monde syndical. Eh bien, je pense que dans le monde philanthropique aujourd'hui, il faut s'adresser justement à ces nouveaux sujets qui sont ceux des fractures sociales, qui sont ceux des fake news, qui sont ceux du manque de civisme, du manque d'éducation citoyenne, de participation citoyenne. Il faut parler de tous ces sujets qui sont peut-être pas habituels dans le monde de la philanthropie. Et parlons aussi, bien sûr, des questions qui se posent à notre démocratie. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement le message que Elisabeth et la Fondation espéraient, mais j'espère en tout cas qu'avec ce beau mot de coalition, j'ai pu insuffler un peu d'énergie positive, et en tout cas ça donne du sens à nos actions. Voilà, on sait pourquoi on se lève le matin. Merci à vous tous. Merci. Merci, chère Isabelle. Merci beaucoup. Alors, en plus d'importants partenariats financiers, comme vous avez pu l'entendre ce soir, l'une des pierres angulaires de la venture philanthropie, c'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Nous sommes bien sûr à la Fondation Alpha Omega une équipe dédiée de 12 personnes qui sommes investies, et c'est notre métier, aux côtés des associations de notre collectif. Mais le mécénat peut revêtir vraiment des formes très différentes. Ça peut être de la stratégie, ça peut être du fundraising, ça peut être du social, ça peut être bien sûr aujourd'hui les enjeux de la tech et de la transformation numérique. À ce titre, de nombreux partenaires nous apportent une précieuse expertise au quotidien, et surtout une expertise aux côtés de nos associations, pour pouvoir servir tous ces enjeux du développement associatif. Pour en donner une illustration plus précise, je vous prie maintenant d'écouter une vidéo de l'un de nos mécènes de compétences clés, Godefroy Betzman, qui est le cofondateur de l'entreprise Devoteam. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Devoteam est très fier de faire partie de cette aventure. Une aventure que nous avons commencée avec vous il y a 6 ans, avec Alpha Omega, et nous nous réjouissons vraiment d'avoir fait le choix de ce partenaire, un partenaire qui était aligné avec nos préoccupations. Fondation Devoteam avait pour objectif d'adresser la question de la formation, la question du décrochage scolaire, la question de la montée en compétences sous toutes ses formes. Et nous avons trouvé en Alpha Omega le partenaire qu'il nous fallait pour arriver à véritablement descendre sur le terrain et leverager, avoir de l'impact. 6 ans donc de vrai succès. On a fait des choix qui ont été d'aider ces organisations de terrain, ces associations à mener leurs projets, mener leurs actions, mener leurs combats, et les aider en digitalisant leurs organisations. Ces organisations qui sont souvent fragiles, qui sont basées sur le volontariat, bien souvent, avec des moyens limités. En les aidant à digitaliser, on les a aidés à être plus robustes. Et la période du Covid a été une illustration, une bonne manière de prouver que tout ça, ça avait pris du muscle, ça avait pris de l'efficacité. Donc encore une fois, c'est un deuxième élément de notre satisfaction. On a pu prouver qu'effectivement, aider les associations dans leur digitalisation, ce que nous on sait faire, c'est notre métier, eh bien ça avait du poids. Voilà, donc très heureux de repartir pour un tour, repartir pour 6 ans, re-signer avec Alpha Omega un partenariat. Et puis, bon anniversaire. Puis j'ai compris que c'était les 15 ans d'Alpha Omega. Donc, bon anniversaire Alpha Omega et bonne soirée à tous. Donc, à présent, nous allons parler du cœur du réacteur d'Alpha Omega, c'est-à-dire les associations qui sont accompagnées par la Fondation. Comme vous l'avez compris, la venture philanthropie, elle a un seul objectif, c'est que le plus de jeunes possible bénéficient de l'offre de services éducatifs de nos associations.
Pour gagner en efficacité et parvenir par exemple à optimiser le coût par jeune accompagné, il est indispensable en Venture Philanthropie d'identifier par exemple des modèles d'organisation et de financement qui soient en prise avec les territoires. Et pour parler de ces enjeux, dans quelques instants, nous allons accueillir Jean-Christophe Poulet, directeur général de l'association Énergie Jeune, autour des enjeux de la territorialisation. En attendant qu'il nous rejoigne, je vous propose de découvrir l'action d'Énergie Jeune dans cette vidéo. Je m'appelle Shaina, en 5e 1, en SECPA, pour les gens qui sont en difficulté. J'avais beaucoup de difficultés en 6e. Il y a des enfants qui sont enfermés dans leurs croyances et nous, on cherche à faire en sorte que par notre action, ils se rendent compte que ce qu'on leur dit depuis toujours ou ce qu'ils pensent depuis toujours, c'est pas forcément la vérité. La première fois, l'Énergie Jeune, j'avais pas trop compris pourquoi ils sont venus et j'ai compris que c'était pour mieux nous apprendre que c'est pas grave, on se trompe et tout ça. Même si j'arrive pas, j'essaye quand même. On les a fait réfléchir sur comment progresser. Ces séances sont assez ludiques, très participatives, très interactives. Ça me rassure que je peux réussir mes études. Je veux être SPA animal, c'est pour éduquer les animaux. Moi, je veux atteindre vraiment mon rêve. Là, en 5e, maintenant, je m'améliore. Ça va nous servir pour le futur, l'avenir et le travail qu'on va faire. Cher Jean-Christophe. Merci Satish. Oui, alors comme vous le voyez, Énergie Jeune est une association formidable qui développe des programmes qui favorisent la réussite scolaire et qui permet aussi de lutter contre les croyances limitantes, et on en voit une illustration dans ce film. Énergie Jeune ensuite déploie ces programmes partout en France auprès de 130 000 élèves, 5 500 classes, grâce à un immense réseau de bénévoles. Un réseau aussi de mécénat de compétences, et puis aussi une équipe de salariés dévoués, dynamiques, et des volontaires en service civique. Jusqu'à maintenant, le travail qui était demandé aux régions, c'était de développer le programme. Et c'était très important parce que ça mettait de la crédibilité à nos programmes. Ça permettait aussi de faire des mesures d'impact, de bénéficier d'une grande étude d'impact qui a montré l'efficacité de l'Énergie Jeune. Et donc, ce travail était indispensable. En ce moment, dans les 3 ans qui viennent, on travaille étroitement avec la fondation Alpha Omega qui nous accompagne pour mieux penser notre rapport au territoire et notamment nos investissements dans des cités éducatives. On travaille beaucoup plus avec les cités éducatives qu'avant. On développe aussi des actions avec le Fonds social européen, le FSE+. On travaille davantage au niveau local avec l'éducation nationale. Et c'est un travail qui demande d'avoir beaucoup plus d'expertise au niveau de nos équipes régionales, au niveau de nos bénévoles, comment on s'adresse aux élus, comment on s'adresse aux gens de l'éducation nationale, comment on monte les appels à projets, comment on défend des projets auprès de la CAF pour notre projet parentalité, qui est un projet aussi qui est en plein développement en ce moment à Énergie Jeune. Sur des territoires très différents, puisqu'on est en métropole, mais on est aussi en Dromcom, à La Réunion, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, donc il y a une grande diversité aussi de territoires. Et donc voilà, donc c'est le travail qu'on fait actuellement en prenant des délégations régionales pilotes sur certains domaines, et on fait donc des réunions de travail qui sont animées par l'équipe d'Alpha Omega, et c'est un travail pour nous qui est extrêmement précieux, et on remercie beaucoup Alpha Omega pour ce travail-là. On leur souhaite un bon anniversaire, et Satish, j'ai tenu mes 4 minutes. Bravo Jean-Christophe, j'y croyais pas. Merci beaucoup, cher Jean-Christophe. Alors, passons à présent à la plus grande association du collectif Alpha Omega, la FEV, que vous connaissez bien sûr tous. Donc, avant d'accueillir Christophe Paris, directeur général de la FEV, qui va nous parler du déploiement du plan mentorat à l'échelle nationale et aussi sur comment il a réussi à mettre en capacité cette association à doubler de taille, je vous propose de découvrir l'action de la FEV, en tout cas de vous rappeler de l'action de la FEV à travers cette courte vidéo. Je m'appelle Abderrahman, je viens d'Arfleur, je suis en CM2. Je connais Inès depuis 4 ans. Avant que je rencontre Inès, je ne sautais pas. Je suis là pour l'aider à s'ouvrir, pour l'aider à avoir confiance en lui, à être plus autonome. À lui mettre pour des devoirs, j'ai quelques notes qui sont très bien dans ses conseils. On parle beaucoup aussi de ce qu'il veut faire potentiellement pour le collège et le lycée. Oui, au niveau scolaire, c'est important, mais au niveau culturel aussi, au niveau social, c'est pour qu'il s'ouvre de plus en plus au monde. Il est beaucoup plus calme, il est plus mûr, il est plus mature.
il y a une bonne communication avec les parents, donc du coup je peux voir dans quoi je peux le faire évoluer. Grâce à cette alliance, on peut faire en sorte que Abdel aille pour le mieux. Je suis fière de la personne qui est en train de devenir. Si le mentorat se terminait à un moment donné, je la garderai à la même place. Enfin, je la garderai comme en tant que sœur. Cher Christophe, cher Lucas. Cher Maurice, chère Elisabeth, chère vous toutes et chers vous tous, merci pour ce film. Une étudiante, un enfant en difficulté dans son parcours, une rencontre toutes les semaines, au domicile ou ailleurs, un enfant qui reprend confiance et en lui et aux apprentissages et qui se reprojette dans son parcours. Une famille qui n'est plus isolée et seule face aux défis d'accompagnement à la scolarité. Voilà, une étudiante qui grandit et apprend. Tant dans ce bénévolat. Voilà, c'est tout ça résumé dans ce petit film. Et voilà pourquoi nous partageons avec la Fondation Alpha Omega depuis 10 ans une obsession, matin, midi et soir, comment on arrive à généraliser ce programme. L'arrivée de la Fondation Alpha Omega à nos côtés en 2015, sans changer ce que nous étions, nous a complètement transformés dans la façon de faire et de piloter ce programme. Ça a été vraiment un accélérateur de particules pour notre programme de mentorat. Penser et repenser nos process, identifier, améliorer les fonctions clés, accompagner et partager les axes de progression. Bref, quand en juin 2021, dans cette salle, s'est tenu, en juin 2021, un comité interministériel pour lancer le plan mentorat, on était prêts. On était prêts et on a réussi, grâce à tout le travail fait avec la Fondation, de passer de 8000 binômes en juin 2021 à 18 000 en octobre, puis 19, puis 20 000, puis 21 000. Bref, on a fait quasiment en 3 mois ce qu'on avait mis 30 ans à faire. Et je voulais... Et ce développement quantitatif, il s'est aussi accompagné d'une amélioration qualitative de nos programmes. Et ça, avec la Fondation Alpha Omega, on est très fiers de ça, que de toujours penser au développement qualitatif de l'action à côté du développement quantitatif. Et je voudrais finir en soulignant l'incroyable travail mené par toute l'équipe de la Fondation et de ses partenaires. Le soutien de la Fondation, c'est bien sûr un financement important sur nos fonctions support, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi toute une équipe de professionnels hyper pointus qui se met à nos côtés et nous apporte leur expertise. Voilà, en termes de pilotage de projets, de transformation digitale, communication, ressources humaines, recherche de fonds. Bref, merci de nous avoir permis de passer d'une belle action à un bon programme qui fait vraiment transformation sociale. Merci à tous. Merci beaucoup, cher Christophe. Merci beaucoup, cher Christophe. Alors, tu nous as un peu spoilé, puisque c'est le but de ce deuxième bloc consacré aux associations, l'enrichissement des programmes. Car la Venture Philanthropie, oui, contribue aussi à l'enrichissement des programmes. Ensemble, avec les associations que nous accompagnons et avec les entrepreneurs sociaux formidables qui font partie de notre collectif, nous tentons de répondre aux besoins qui sont toujours plus importants de la jeunesse, et notamment ceux sur l'école ou sur lesquels les familles ont des vraies difficultés. Et c'est là où le tiers associatif a toute sa place et toute sa valeur. Je vous prie à ce titre d'accueillir Cécile André, la nouvelle directrice générale de Coup de Pouce, qui va nous parler de l'apprentissage des fondamentaux. Chère Cécile. Je voulais effectivement vous parler des clubs Coup de Pouce Vacances qui accompagnent les enfants de CP et de CE1 pendant les périodes de congés scolaires pour renforcer leurs compétences en lecture, langage, mathématiques, dans une ambiance ludique et bienveillante. Le club vise à soutenir les enfants moins stimulés hors des temps scolaires, renforcer la confiance, rapprocher les familles des pratiques éducatives et favoriser l'accès à la culture. Les clubs reposent sur une collaboration forte entre plusieurs acteurs du territoire, les collectivités locales, bien sûr, les structures sociales et culturelles, l'éducation nationale, évidemment, et les associations locales.
Cette diversité d'acteurs permet une implantation solide et une meilleure appropriation par les familles. La Fondation Alpha Omega a joué un rôle essentiel dans le développement stratégique de ce programme par l'exploration de nouveaux modèles opérationnels, l'exploration de modèles de financement, bien sûr, et l'exploration aussi des petites vacances scolaires et non pas seulement de clubs vacances pendant les congés estivaux. Cette phase d'expérimentation a permis d'identifier quelles modalités de partenariat pouvaient être pérennes et efficientes. Quelques chiffres, les données 2024-2025. Ce sont aujourd'hui 194 enfants inscrits au club vacances Coup de pouce, 78 pendant les vacances de printemps, 116 pendant les vacances d'été, 15 villes partenaires, 28 clubs organisés. 93% des enfants comptent poursuivre les jeux du club à la maison. 96% des acteurs ont observé des progrès dans l'investissement, la confiance et l'aisance des enfants pendant le club. 100% des pilotes souhaiteraient pouvoir reconduire les clubs vacances à l'avenir. 100% des enfants, des parents, 98% des enfants ont été satisfaits de leur participation au club vacances. Le programme vacances est désormais un programme structuré et durable, soutenu par l'expérience terrain, la recherche, l'évaluation continue et le partenariat avec la Fondation Alpha Omega. Il permet une présence éducative régulière tout au long de l'année, dans une logique de continuité et de réduction des inégalités culturelles et scolaires. Le haut niveau de satisfaction exprimé par tous les publics, enfants, parents, animateurs, pilotes, tend à prouver la pertinence et l'intérêt des clubs vacances. Le programme semble avoir atteint ses objectifs, renforcer le lien famille-enfant, valoriser les apprentissages par le jeu et ouvrir vers la culture. Les clubs vacances entendent ainsi permettre de poursuivre et faciliter sur le temps extrascolaire l'accompagnement des enfants que nous opérons depuis de nombreuses années sur le temps périscolaire. Merci à vous. Merci beaucoup, chère Cécile. Merci beaucoup, chère Cécile, d'avoir rappelé ces enjeux qui sont si importants en prévention précoce. Alors, autre exemple d'enrichissement des programmes. Nous allons accueillir dans quelques instants Nicolas Garnier, directeur général de la Mission locale de Paris, que nous sommes très fiers d'accompagner parce que cette association a la particularité aussi d'être opératrice du service public. Et Nicolas va évoquer auprès de nous l'enrichissement des parcours d'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse à travers la synergie avec une autre association de notre collectif, Entreprendre pour apprendre. Mais avant de l'accueillir, je vous propose de découvrir dans une courte vidéo ce partenariat en action. Je m'appelle Haroun Mohamed, j'ai 21 ans. J'avais des compétences, j'avais fait une formation, mais comme je connaissais personne, ça ne m'a pas beaucoup servi. Je n'avais pas de boulot, je ne savais pas quoi faire et c'est là que quelqu'un m'a conseillé d'aller à la mission locale. Bonjour Haroun, je te contacte, j'ai une opportunité pour toi. Il s'agit d'une semaine pour créer une mini-entreprise avec d'autres jeunes. C'est animé par Entreprendre pour apprendre et ça peut beaucoup t'aider pour tes futurs entretiens. Le premier lundi, on était réunis dans la salle et on dit de créer une entreprise, une mini-entreprise. Et le projet qu'on a imaginé cette semaine, c'est un projet pour aider les personnes âgées qui sont en incapacité de faire des tâches ménagères. C'est la première fois que je le vois prendre la parole en face d'autant de personnes. Ils arrivent et ils se disent que ça ne sera pas possible. Et en fait, ils ont réussi à s'ouvrir comme ils ne l'avaient jamais fait avant. Avec ces expériences, tu penses qu'Haroun va réussir son insertion professionnelle ? Oui, j'en suis sûre. Et même assez rapidement, je pense. Cher Nicolas, je t'invite à nous rejoindre. Merci Satish. Waouh, c'est impressionnant. Je savais que je serais content d'être ici. Je ne savais pas que ce serait à ce point-là. Dans ce monde d'alliance, de conviction et d'engagement. Malgré ça, je ne suis pas du tout perturbé. Ça, c'est mon billet d'entrée. Je te le donne, Satish, parce que ça pourra servir. La Mission locale de Paris, Satish l'a dit, c'est une des associations du réseau des missions locales et c'est le lieu d'accueil de tous les jeunes qui décrochent ou qui n'arrivent pas à accrocher,
que ce soit sur les dimensions scolaires, universitaires, citoyennes, professionnelles. Et c'est le lieu d'accompagnement de tous les accès au droit. J'aime à dire que c'est ça notre fil rouge, l'accès au droit, évidemment, à l'emploi, à la formation, mais aussi à la culture, au sport, au logement, à la santé. C'est tout ça que font les 240 salariés de la mission locale aujourd'hui pour les quelques 20 000 jeunes qu'on accompagne chaque année et au quotidien. Et puis la mission locale, c'est aussi un lieu de rencontre, de belles rencontres, et puis c'est aussi parfois un acteur de belles rencontres, et ça a été le cas avec la Fondation Alpha Omega. Je ne dirais pas tout ce que je voulais dire, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, puis parce que Satish m'a dit aussi qu'il ne fallait pas que je dise tout ce que j'avais envie de dire, parce que ce serait beaucoup trop long sur les 4 ou 5 minutes dont je dispose. Mais plus sérieusement, la mission locale a le privilège de bénéficier du compagnonnage, et j'insiste sur ce mot, de la Fondation à nos côtés sur beaucoup de dimensions qui vont de l'analyse des données. Aujourd'hui, on est en train de démarrer jusqu'au travail d'élaboration ou de réécriture stratégique qui permet à chacune, à chacun des salariés, et évidemment à chacune, à chacun des jeunes, en tout cas de prendre le chemin pour trouver sa place. C'est évidemment un travail sur auprès des salariés, je le dirai rapidement, mais y compris en termes de ressources humaines, de développement de compétences, pour faire parce que j'y crois, que chaque professionnel sache où il va, parce qu'un professionnel qui sait où il va, c'est un professionnel qui sait aider les jeunes à déterminer où ils souhaitent aller. Le rapprochement opérationnel avec Entreprendre pour apprendre, qui est évoqué dans la vidéo et qui est un élément clé dans le parcours des jeunes que nous accompagnons, et en particulier ceux que nous accompagnons de façon renforcée, dans le cadre du contrat d'engagement jeune que nous portons en tant qu'opérateur du service public, comme le rappelait Satish. C'est l'an dernier un peu plus de 200 jeunes, cette année plus de 500 jeunes qui bénéficient du programme mini-entreprise à l'intérieur du contrat d'engagement jeune, avec un impact réel sur à la fois l'accélération des parcours. Je parlerai moins bien que notre témoin de la vidéo que vous avez vue à l'instant. Et c'est au-delà, et ça se suffirait pour ça, de l'impact que ça peut avoir sur l'accompagnement des jeunes, c'est de l'échange d'expériences, de compétences, du transfert de savoir, de méthodes de travail. Et c'est ça aussi la Fondation, c'est des associations accompagnées, et c'est un collectif d'associations qui se parlent et qui partagent sur ce que les uns et les autres font. Parce qu'un partenariat réussi contribue évidemment à la réussite des jeunes dans leur parcours. Et puis, j'ai parlé aussi de la data, de la donnée, je ne développerai pas, mais travailler sur la donnée, pour nous, c'est essentiel, et ça ne vous surprendra pas en termes de mesure de l'impact social, parce que là encore, un professionnel qui connaît l'impact de son action, peut continuer à s'améliorer au quotidien et à développer des nouvelles compétences et des nouvelles ressources pour les jeunes qui l'accompagnent. Enfin, la Fondation, à nos côtés, c'est un accompagnement, Satish l'évoquait plus globalement, au fundraising, ce qui est nouveau pour nous, même si on est une association, on est encore, et beaucoup un opérateur de service public, mais clairement, une association qui se finance, c'est une association qui améliore son impact. C'est bien sûr les programmes, c'est bien sûr les compétences, c'est bien sûr la technicité, l'expertise des équipes de la Fondation. Et c'est aussi un sujet budgétaire et financier. Voilà, juste dire que, pour terminer, grâce à l'accompagnement et au travail avec la Fondation, à la mission locale de Paris, on a appris à faire en sorte que aucun salarié de la mission locale de Paris, et surtout aucune jeune à Paris, n'ait un jour à se poser la question que je vous livre, qui est un clin d'œil à l'une de nos intervenantes de la Fondation, mais qu'aucun jeune n'ait jamais à se poser la question « et moi dans tout ça ?» Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Nicolas, pour ce témoignage. Alors, depuis quelques années, ça ne vous aura pas échappé, l'environnement de l'univers associatif s'est légèrement contraint. Et donc, ça a été aussi une contrainte, un enseignement pour la Fondation Alpha Omega, notamment pour accélérer dans l'accompagnement à l'efficacité opérationnelle.
En conséquence, nous voudrions ce soir vous présenter 2 enjeux à travers 2 témoignages associatifs. L'un autour de la transformation numérique, qui est au cœur de l'efficacité opérationnelle, et l'autre autour d'un rapprochement stratégique de fusion, qui va vous être présenté ce soir. Alors, avant d'accueillir Stéphane Cazade, co-directeur d'École Huma, qui va nous présenter la success story, et c'est peu de le dire, d'une association qui a réussi à placer le numérique au cœur de la cause enseignante, voici une courte vidéo de présentation d'École Huma. Je m'appelle Alexandra, ça fait 5 ans que je suis prof. J'ai commencé à travailler en lycée professionnel et je savais absolument rien de ce monde. Quand on arrive et qu'on n'a pas d'outils pour savoir par où commencer, il y a tellement de choses à gérer, on se retrouve facilement submergé. C'est une amie qui m'a parlé de être prof et c'est comme ça que j'ai découvert des ressources gratuites qui sont accessibles tout de suite. Et en plus de ça, c'est aussi des ateliers où on voit vraiment les personnes. On a un partage de pratique, une analyse de la pratique et une discussion sur cette pratique. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des professeurs de tous les horizons. Donc ça crée des échanges très précieux et très variés. C'est une salle de prof à ciel ouvert, où on se sent bien, on se sent écouté, où on se sent à l'aise. Ça m'a permis de me confronter à ma pratique, de voir comment est-ce que je pouvais la faire évoluer, de rendre en fait l'enseignement vivant. Si on est à l'aise avec ce qu'on propose, les élèves y répondent forcément plus favorablement et ça crée quelque chose, en fait finalement un système de confiance. Gagner leur confiance et qu'ils regagnent confiance en eux-mêmes. Cher Stéphane. Merci Satish. Bonsoir. Après ce que vous a présenté Alexandra de ce qu'elle vit sur Être Prof, plateforme qui a été créée par École Huma, juste pour rappeler que pour permettre à chaque jeune de réussir dans notre pays, avoir besoin d'un bon prof et d'un prof stimulé, accompagné et valorisé, c'est plus qu'essentiel. Et donc c'est pour ça qu'en effet, avec Florence, nous avons co-créé Être Prof voici 8 ans, une plateforme digitale qui réussit maintenant à toucher, en tout cas là cette année 2025, un prof sur 5, à peu près un peu moins de 200 000 profs en France sont inscrits et sont actifs sur Être Prof en ce moment, du premier comme du second degré. Et on le réussit avec une petite équipe d'une 30aine de personnes. Et on l'a réussi, ce pari du digital, sans être moi-même, ni Florence, ne venions du digital, étions des entrepreneurs sociaux, mais avec la conviction qu'il fallait soutenir les profs. Et toujours dans ces réponses, le fait de toujours partir des besoins des profs. Si je devais vous partager des secrets de réussite sur ce passage à l'échelle, c'est le fait de toujours, et ça doit toujours être au quotidien, partir écouter le besoin de nos bénéficiaires, utilisateurs, que sont les profs, qui sont eux-mêmes après pour qu'ils puissent être le plus efficaces et le plus impactant pédagogiquement possible auprès de leurs élèves. Donc toujours les écouter, être centré sur eux. Le digital permet, si tant est qu'on adopte cette culture-là, d'apprendre et de tester rapidement. Donc on a multiples fois échoué, mais on s'en est rendu compte très vite, d'être agile, de pivoter rapidement, ce qui nous a permis petit à petit de passer à l'échelle, tout en sachant, au-delà de cette agilité, investir sur les talents, sur les moments, sur les infrastructures clés. Et là, je vais passer sur ce que je voulais avant tout partager ce soir, sur ces moments d'investissement, sur ces talents clés, sur ces infrastructures. Être Prof, École Huma ne serait pas là sans le soutien de la Fondation Alpha Omega. Bien sûr, un soutien financier dès le début. Si vous vous souvenez du bus qui circulait en 2018, quand il s'arrête avec École Huma et Être Prof, nous n'avons qu'une année. Il y a des idées, il commence à y avoir un peu d'impact, mais il faut investir pour que tout ça, au-delà de bonnes idées, au-delà de l'agilité, il faut faire venir des talents clés, il faut un site suffisamment robuste, et ça, clairement, c'est la Fondation qui nous l'a apporté, et ainsi de suite dans plusieurs moments clés d'investissement. Nous en vivons un en ce moment, mais on en a vécu plusieurs depuis ces 7 années d'accompagnement. Mais aussi, en tant qu'entrepreneur social, vous partagez que ce soutien, ça a été aussi beaucoup de confiance
Mais cette confiance, c'est pour nous aider à nous rester focus tout le temps sur notre action, sur notre impact, sur notre projet. Des fois, l'impression, c'était que Maurice, Elisabeth ou l'équipe étaient plus persuadés que nous de l'impact de notre projet. De dire non, vous partez pas, vous restez, être prof a tel impact et il faut maintenant aller plus loin. On a cette devise, il faut y aller, il faut aller encore plus loin. Et cette confiance et cette aide à rester focus, ok, on peut l'avoir, mais le quotidien fait qu'on peut l'oublier aussi. Eh ben, un rendez-vous, 1 heure, 2 heures, 30 minutes avec qui que ce soit de l'équipe, la Fondation Alpha Omega, ça nous a toujours permis de nous recentrer, d'être toujours là. Et ça nous a fait gagner du temps. Et le dernier point, mais qui va aussi avec cette confiance et avec la patience, l'investissement dans la durée, c'est l'exigence. L'autre point qui nous a, pour le coup, qui nous parlait, mais c'est toujours nous pousser à donner le meilleur, d'aller plus loin. Parce que les enseignants font ce qu'ils peuvent pour donner le meilleur. Et nous, on se doit de donner le meilleur. Donc cette exigence qui a été donnée pour aller nous chercher les talents clés, ok, mais pour nous pousser à donner le meilleur, c'est aussi nous pousser à, de temps en temps, à faire des virages et à pivoter, à changer nos pratiques. Ce qu'on est en train de vivre, on est en train de tout revoir sur la plateforme Être Prof avec le soutien et l'exigence bienveillante de la Fondation Alpha Omega. Et donc pour tout ça, un grand merci. Merci beaucoup, cher Stéphane. Alors, en point final de cette séquence associative, je vous prie d'accueillir à présent Béatrice Vianney-Galvani, directrice nationale d'Entreprendre pour Apprendre France, ainsi que mon collègue Léo Lamboulet, directeur d'investissement social à la Fondation Alpha Omega, qui a accompagné particulièrement le rapprochement stratégique de fusion entre Entreprendre pour Apprendre et 100 000 entrepreneurs, car ces deux structures vont officiellement fusionner au 1er janvier 2026. Par ailleurs, avant de les faire monter sur scène, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que Léo prendra la suite de Béatrice à la direction nationale d'Entreprendre pour Apprendre dès janvier, après 7 années passées à la Fondation. Je suis donc très heureux ce soir de les accueillir pour parler de cette fusion. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va évoquer ce qui est une des réalisations majeures de la Fondation sur ces 15 ans d'action auprès des acteurs associatifs. C'est cet accompagnement de la fusion entre Entreprendre pour Apprendre et 100 000 entrepreneurs. Cette fusion que j'ai pilotée dès le démarrage, c'est le fruit d'un travail collectif de plus de 70 personnes qui a été menée pendant plus d'1 an et demi et dans laquelle la Fondation Alpha Omega a joué un rôle tout particulier. Mais pour vous en parler, je vais laisser la parole à Béatrice avec une question simple pour commencer. Quelle a été l'ambition que vous portiez pour les jeunes avec cette fusion et ce rapprochement ? Merci beaucoup Léo. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, il faut savoir que derrière cette fusion, il y a une ambition immense, qui est celle de sensibiliser à l'esprit et l'envie d'entreprendre toute une génération de jeunes, entre 13 et 25 ans, c'est-à-dire 7 millions de jeunes. Et pour y arriver, il va falloir qu'à un moment, chaque année, on puisse aller à la rencontre de environ 700 000 jeunes avec nos programmes. C'est donc un impact qui est à la fois quanti, mais aussi quali. Alors il faut savoir que chez 100 000 entrepreneurs, que je connais bien puisque j'étais avant la déléguée générale de 100 000 entrepreneurs, nous avions cette ambition en fait chevillée au corps dès le départ. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait que l'on puisse s'adosser à une structure partageant le même ADN. Et, partageant le même ADN. Donc cette fusion, elle nous a paru pour nous comme une évidence. Parce que nous avons, je viens de le dire, le même ADN. Nous sommes cousins, nous sommes dans les mêmes comités de pilotage, les mêmes collectifs. Et puis surtout, nous avons une incroyable complémentarité dans nos programmes. Puisque nous allons de la sensibilisation jusque finalement la mise en mouvement. Nous avons aussi une complémentarité au niveau digital. Nos deux associations, en fait, ont des outils digitaux qui sont performants. Et puis enfin, une énorme complémentarité au niveau de nos bénévoles.
Il y a d'un côté des mentors avec Entreprendre pour apprendre, et puis les entrepreneurs de 100 000 entrepreneurs. Et avec cette fusion, ils vont pouvoir en fait élargir leur engagement. Et c'est vrai que très souvent, chez 100 000 entrepreneurs, on avait des entrepreneurs qui nous disaient « Intervenir en classe, c'est super, j'aimerais aller plus loin ». Donc on va pouvoir faire des ponts. Puis sinon, il y a eu un élément déclencheur aussi de cette fusion, c'est le contexte associatif. Vous le savez bien, les médias en parlent, le pays ne va pas très bien économiquement, je ne vous parle pas de la politique, et les associations souffrent aujourd'hui parce qu'il y a une véritable baisse des financements publics. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus fort, qu'on porte notre plaidoyer plus haut, qu'il fallait qu'on atteigne une masse critique et qu'on puisse peser dans le débat public. Et puis on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse attirer à nos côtés de nouveaux partenaires. Ça, c'est vraiment un élément central que j'aimerais souligner, c'est que cette fusion, elle n'a absolument pas un caractère de consolidation défensif. C'est vraiment le reflet d'un projet qui se veut ambitieux, un véritable instrument d'impact au service des jeunes, mais tu l'as dit aussi, au service de la transformation des modèles associatifs. Et si je devais le résumer, cette fusion, elle a 3 ambitions clés. Elle est profondément tournée vers les jeunes, tu l'as dit, avec cette incroyable complémentarité de l'inspiration jusqu'au passage à l'action. Elle est également tournée vers la jeunesse, c'est-à-dire que EPA en France, avec cette fusion, elle souhaite peser plus lourdement, plus fortement, plus intensément sur les enjeux que touche la jeunesse, que sont l'égalité des chances, l'égalité filles-garçons, l'orientation et le lien école-entreprise. Et ça va se faire par un renforcement du plaidoyer, parce que tu l'as dit, maintenant c'est une seule voix, plus lisible, plus audible, qui est le reflet de 150 000 jeunes qui entreprennent partout sur le territoire, qui sont accompagnés par 20 000 entrepreneurs et professionnels et aux côtés d'à peu près 3 000 enseignants. Et la 3e ambition forte, tu l'as dit, c'est l'innovation autour du modèle associatif. C'est-à-dire qu'une priorité qui est donnée à cette fusion, c'est l'efficacité. L'efficacité, ça veut dire quoi? C'est la maximisation de son impact auprès des jeunes, tout en rationalisant et professionnalisant son action. En termes simples, c'est de se dire que ce nouvel ensemble, il peut aller plus loin, il peut être plus efficace que les 2 structures prises séparément. Mais pour arriver à faire une telle fusion, il faut être sacrément accompagné. C'est bien joué. Merci beaucoup, chère Béatrice, cher Léo. On n'a pas tout à fait fini. On n'a pas fini. On accélère. Excusez-moi, j'ai une entorse au pied. Oui, alors ce point est très important et je vais aller très vite et je te redonne la parole. Mais une des convictions fortes de la Fondation, qui est portée par Maurice et qui est portée par Elisabeth, c'est que les acteurs associatifs, ils ont les mêmes besoins, ils ont besoin des mêmes expertises que le secteur privé lucratif. Car les associations, les grandes associations françaises, elles sont exposées au même degré de complexité que les entreprises. Et une fusion associative n'échappe pas à la règle, bien au contraire. Les besoins additionnels sont immenses et la Fondation Alpha Omega, et j'en remercie vraiment Elisabeth et Maurice, a mis des moyens exceptionnels pour pouvoir l'accompagner et a mis aussi en œuvre des expertises internes et externes pour y arriver. Donc ma dernière question, et je te laisserai le mot de la fin, c'est, on a parlé de l'ambition, mais comment vous avez fait pour réussir cette opération et comment vous avez été aidé? Alors très concrètement, vous l'avez compris, l'accompagnement, il a été déterminant. On n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait en si peu de temps et avec autant d'ambition si on n'avait pas eu l'accompagnement de la Fondation d'Alpha Omega, mais aussi d'autres partenaires comme la Fondation Entreprendre. Parce qu'il faut comprendre que dans une fusion, quand vous mettez ensemble de structures, en fait, il y a une multitude d'expertises à avoir. Vous avez des expertises RH, juridiques, fiscales. Vous avez également des expertises pédagogiques, du pilotage de projet, de l'accompagnement au changement. En fait, c'est une véritable boîte de Pandore que vous ouvrez. Et puis, on dit que le diable est dans les détails, mais la fusion, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez énormément de sujets à gérer. Donc, en fait, la Fondation Alpha Omega, elle a joué comme un architecte.
Et ça nous a permis d'avoir confiance dans notre projet, d'avancer et d'avancer plus vite. En fait, ça a été comme un accélérateur d'ambition. Donc très concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu mener parallèlement un certain nombre de projets. On a retravaillé notre gouvernance, on a challengé le modèle associatif, on a également mis en commun nos ressources humaines et on les a restructurées. Et puis on a travaillé au niveau des programmes et on a créé un programme commun qu'on a ensuite, à partir de la rentrée de septembre, qu'on a implémenté sur les territoires. Donc c'est le début. Là actuellement, on est dans une phase d'accompagnement au changement parce que qui dit nouveau programme, dit nouveau métier. Et donc là, on est vraiment dans cette phase. Alors il y a aussi le sujet du digital. Deux plateformes magnifiques, mais qu'il faut mettre en cohérence. Donc là aussi, il y a tout un travail sur le digital qui a été rendu possible. Alors il y a aussi un élément déterminant, c'est que, en fait, il y a aussi eu un élément déterminant, c'est qu'effectivement, la Fondation Alpha Omega, elle, en fait, soutient Entreprendre pour apprendre depuis 10 ans. Et toi, Léo, tu connais la Fondation depuis 7 ans. Et donc, ça a été aussi un élément qui a permis d'aller plus vite et d'être plus ambitieux. Donc, pour conclure, je dirais que cet accompagnement, il a été vraiment déterminant. Ça nous a permis d'aller plus loin, d'aller plus haut, et ça a été un véritable accélérateur opérationnel. Et puis la fusion, en fait, c'est pas une fin en soi, mais en fait, c'est le début de l'impact, et c'est pour la jeunesse. Donc, un grand merci. Merci beaucoup, chère Béatrice, cher Léo, et bravo encore pour cette fusion. À présent, Elisabeth, je vais te demander de revenir sur scène car je crois que tu as une nouvelle à nous annoncer. Alors, merci Satish. J'ai en effet une nouvelle importante. Nous allons intégrer une nouvelle association à notre collectif. En effet, en 2023, nous avons mené une étude auprès de 2000 jeunes suivis par les missions locales qui nous a révélé un point déterminant. Près de 70% des décrocheurs ne se déclaraient pas en difficulté scolaire, mais une majorité mettait en avant des problèmes de santé mentale. 30% d'entre eux, quand même, avaient des difficultés scolaires, mais 70% avaient des problèmes de santé mentale. Donc ce résultat a montré que la nature réelle des obstacles pour réussir n'était pas seulement cognitive, mais aussi émotionnelle, liées à la santé mentale, liées aux apprentissages, et que donc accompagner les associations, accompagner les jeunes grâce aux associations sur les plans cognitifs ou sur les compétences psychosociales était nécessaire, mais pas suffisant. À ce titre, nous accueillons au sein de notre collectif notre nouvelle association LISA que Satish va vous présenter. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup Elisabeth, et cette observation que tu fais sur la santé mentale, c'est aussi le fruit d'un travail de ta part sur la psychologie notamment intégrative et la psychologie du développement que tu mènes depuis de nombreuses années. Donc c'est aussi un constat individuel, Elisabeth est un peu modeste pour vous le dire, mais c'est aussi un constat individuel qu'elle a fait à travers ses études. Lisa, et je remercie Élie, Ariel et Olivia qui représentent Lisa d'être présents aujourd'hui. Lisa se fonde sur un constat, c'est qu'un quart des jeunes à l'école, notamment au premier degré, présentent des difficultés liées à la santé mentale au sens large, c'est-à-dire incluant les difficultés d'apprentissage. Et pourtant, parmi ce quart de jeunes, il y en a seulement 6% qui ont un accompagnement personnalisé, ce qui laisse un bon 20%, soit un enfant sur 5, sans système d'évaluation, notamment au premier degré, et sans système de remédiation précoce. Et bien sûr, alors en France on ne le fait pas trop, mais lorsqu'on fait la corrélation entre les difficultés scolaires, les décrochages et les difficultés de la santé mentale, notamment au premier degré, évidemment la corrélation est assez évidente. C'est toute l'ambition que l'association LISA porte, parce qu'elle propose une méthode de détection précoce à la fois des besoins et des difficultés que peuvent présenter en termes de neurodéveloppement
les enfants. Et l'idée, c'est à travers la méthode que va proposer Lisa, c'est de pouvoir évaluer et détecter ces besoins au plus tôt pour que derrière, il y ait une remédiation soit par les enseignants, soit par les parents, directement au sein du foyer familial. Et c'est cette alliance éducative que va pouvoir activer Lisa, que la Fondation Alpha Omega va soutenir dans sa thèse d'investissement de cette nouvelle association. Alors du coup, cette action, effectivement, est incarnée par Eli Rothenberg, qui sera le président de Lisa, Olivia Kelly, qui sera sa directrice générale, et Ariel Lindner, notamment, qui est cofondateur du Learning Planet Institute, qui a activement contribué, notamment, à la partie scientifique de Lisa, ainsi que les éléments de la recherche américaine par l'intermédiaire de Bennett Leventhal, qui sera membre du comité scientifique et éthique de Lisa. Donc, je vous invite à découvrir Ariel, Olivia et Ellie lors de la soirée, d'aller les rencontrer et d'aller leur parler santé mentale. Ils seront ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, pour clore cette célébration des 15 ans, j'appelle celui que vous attendez tous, évidemment, notre président fondateur, Maurice Chéniaud, qui est à la fois pionnier du capital investissement en France, comme vous le savez, et fondateur d'Alpha Omega. Bon, merci beaucoup. Il y a 15 ans, on est parti avec une seule idée qui était que la venture philanthropie, c'était en fait l'application des méthodes du private equity au monde associatif. On avait fait une étude, on était allé voir aux États-Unis, en Angleterre, ce qui se faisait, etc. On avait vu qu'il y avait eu quelques articles faits par la Harvard Business School, les professeurs de la Harvard Business School, mais enfin, c'était assez succinct. Et donc, on a pris, que c'était quoi la venture philanthropie? C'était de dire que pour qu'une association, c'est comme une entreprise, et donc pour qu'elle se développe, il faut qu'elle ait une équipe de direction, il faut qu'elle ait des systèmes informatiques, il faut investir dans la structure, alors que la plupart du temps, les donateurs veulent surtout minimiser les frais généraux, et donc c'était une attitude complètement à contrario de l'attitude de la plupart des donateurs. Donc, avec la foi du bûcheron, on est parti il y a 15 ans en disant on va y arriver. Et donc, en 15 ans, on a dû éclairer la route parce que, contrairement au private equity, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de gens qui vous expliquent comment il faut faire, etc. On a dû tout inventer. Et le résultat est là, je ne veux pas y revenir. Les présentations qui vous ont été faites ont montré que la venture philanthropie, ça marche. Et quand j'ai dit ça marche, bien sûr, on apporte de l'argent aux associations, mais surtout, ce qu'elles apprécient le plus, c'est l'apport qu'on leur fait en termes de stratégie, d'organisation, d'exigence, d'empathie, etc., etc. C'est le fait qu'on les pousse à réussir dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est les 15 ans passés, je ne veux pas m'y attarder. Quelle est la problématique aujourd'hui? La problématique aujourd'hui, elle est très simple, vous la connaissez tous. C'est que malheureusement, et l'argent public et l'argent privé deviennent de plus en plus rares. Or, dans le monde associatif, contrairement au monde du business, contrairement au monde lucratif, dans le monde lucratif, quand vous vendez plus de produits, que vous vendez plus de services, vous avez une rémunération qui s'accroît. Dans le monde associatif, même si vous avez plus d'élèves, vous avez une qualité meilleure, etc., vos revenus ne s'accroissent pas. Donc, les donateurs ne lient pas, il n'y a pas un per diem où on lit l'apport d'argent qui vous est fait aux prestations que vous faites. Donc, confrontés à ce type de problème, nous avons identifié 3 solutions que nous mettons en œuvre. La première solution, c'est la transformation numérique et l'intelligence artificielle, puisque finalement, il y a un énorme gisement dans l'univers associatif d'efficacité, parce que c'est un travail d'accompagnement, etc. Si je prends un exemple de la FEV, qui fait des binômes, comme vous l'expliquait tout à l'heure Christophe Paris, eh bien, ils veulent faire 20 000 binômes cette année, ou 22 000 binômes, et aujourd'hui, ils ont 5 000 binômes qui ont été formés, mais ils ont 7 000 étudiants d'un côté et 7 000 jeunes de l'autre, pour lesquels le matching n'a pas été fait. Tout le monde voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, etc., c'est quelque chose qui va pouvoir transformer très significativement, réduire les coûts, aller plus vite, avoir un meilleur matching, etc., etc. Donc le premier, et donc je suis fier de dire qu'on a eu la chance de recruter
deux vedettes dans l'équipe de la Fondation Alpha Omega, Benoît et Sandrine. J'espère que vous les rencontrez. C'est des vedettes extraordinaires et qui, tous les jours, s'impliquent dans les associations pour les aider dans leur transformation numérique et dans l'IA. Donc ça, c'est la première mesure que nous avons prise. La deuxième mesure, on vient de vous l'évoquer, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le même univers, et plutôt que d'avoir X associations qui œuvrent dans le même univers, fusionnons, trouvons, rapprochons, faisons des économies d'échelle. C'est ce qui se fait dans le business. Dans le business, pour devenir plus concurrent, on se rapproche, on fusionne, etc., etc. C'est très difficile dans le monde associatif parce que globalement, la satisfaction, elle n'est pas financière des dirigeants, c'est un ego, on est président de son association, etc., etc. Donc il y a tous les freins, etc. Mais l'exemple d'Entreprendre pour apprendre et de 100 000 entrepreneurs montre que c'est possible. Donc ça, c'est le deuxième axe pour résoudre le problème. Le troisième axe, je voudrais m'adresser à vous, c'est en fait, vous les donateurs, en réalité, aujourd'hui, vous saupoudrez votre argent. Vous saupoudrez votre argent dans des associations, des petites associations, etc., etc. Et donc, si on veut avoir vraiment un changement radical, il faut concentrer vos ressources, et aller vers les associations. Non pas parce que c'est nous qui les soutenons, mais parce que dans leur domaine, on a fait toutes les études, etc., ce sont les plus performantes. Donc, le message que je vous donne, c'est concentrez vos dons et vos ressources sur les associations qui ont pignon sur rue, qui ont un véritable programme, qui ont une équipe de direction, etc., parce que ça, c'est vraiment la clé pour l'avenir. Donc ça, c'est les réponses que nous formulons, je dirais, concernant la raréfaction de l'argent, aussi bien privé que public, et tout le monde sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et bien évidemment, j'ajouterais que nous, au niveau de la Fondation, on a des grandes ambitions en termes de levée d'argent. On veut passer d'un budget qui aujourd'hui tourne autour de 8 à 9 millions d'euros annuels à un budget annuel de 20 millions d'euros. Et ça suppose que nous trouvions des solutions de financement créatives comme celles qu'on a trouvées jusqu'à présent grâce au private equity. L'autre point que je voudrais souligner, c'est aujourd'hui, il a été mis en exergue tout à l'heure c'est l'alliance. Aujourd'hui, on ne peut pas réussir la problématique du décrochage scolaire si on ne trouve pas, je dirais, on ne réunit pas toute la société civile, parce que ce n'est pas seulement un problème d'enseignement, ce n'est pas seulement un problème de parents, c'est un problème de structure. Il faut que toute la société considère. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que c'était la journée des femmes, c'était la journée nationale mondiale des femmes, etc. Mais je dirais, il faudrait une journée nationale ou mondiale du décrochage scolaire, parce que qu'est-ce que c'est que l'avenir d'un pays? L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Quand on pense aujourd'hui qu'on a, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, 2 millions de jeunes qui sont en difficulté, je veux dire 2 millions sur 12 millions d'élèves, donc c'est-à-dire grosso modo 1/6 de la population, c'est un gâchis extraordinaire. C'est un gâchis extraordinaire, d'autant plus que nous sommes dans un univers où il y a une baisse de la natalité. Donc si vous mettez bout à bout, vous dites aujourd'hui, c'est comme si vous dites dans une entreprise, j'ai 1/6 de mon potentiel qui est non utilisé. Et non seulement il est non utilisé, mais il coûte, parce que ces gens-là, après, quand ils n'ont rien, ils vont vers la délinquance, ils vont vers la drogue, ou ils sont malades, etc., etc. Donc je dis aujourd'hui, le vrai sujet, c'est vraiment faire une alliance de toute la société civile pour faire de cette problématique du décrochage scolaire. Alors nous, comme vous l'avez vu, on a essayé, la première chose qu'on a essayé de faire, c'était de faire travailler nos associations ensemble. Parce que c'était pas si simple que ça, malgré qu'elles avaient toutes le même objectif. Et donc, je suis fier de dire que vous avez vu l'exemple de EPA qui présente son programme dans les missions locales, donc qui sont les décrocheurs, et vous avez vu l'impact que ça a, extraordinaire, etc. On essaie de faire en sorte que École Huma, qui parle aux profs, parle de coups de pouce, parle de toutes les associations, l'énergie jeune, etc., de toutes les associations qui œuvrent pour les aider, en fait, à faire en sorte que les élèves
élèves soient plus performants. Voilà. Et donc pour conclure, quelle est l'ambition pour les 15 prochaines années? Elle est immense. Vous me connaissez, je ne suis pas pour les petites mesures, je suis pour les grandes ambitions. D'ailleurs, si je me permets de tirer les missions locales, on accompagne que la mission locale de Paris, on a accompagné l'Association nationale des missions locales, mais c'est grosso modo 1 300 000 jeunes, c'est-à-dire pratiquement l'intégralité des jeunes qui sont en réinsertion professionnelle. L'ambition pour Coup de pouce, il y a à peu près 100 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans avoir les fondamentaux. On est aujourd'hui à 10 000, 11 000 et on se bat pour arriver à 100 000. Voilà, et ainsi de suite. Ecoluma vous a dit qu'aujourd'hui on traitait 20% des profs, sur les 700 000 profs, on en traite 100 000. Et aujourd'hui, on a dit entreprendre pour apprendre. On voudrait que toute une classe d'âge soit les 700 000 jeunes, c'est ce qui a été dit, 700 000 jeunes. Donc aujourd'hui, notre ambition n'est pas... C'était ce qu'on avait pensé au départ. Quand j'ai démarré, je pensais qu'on allait professionnaliser les associations, puis on allait changer d'association, etc. L'appétit vient en mangeant, et je me suis rendu compte que comme on accompagnait les meilleures associations, eh bien, on pouvait aller plus loin, aller dans les chiffres, être systémique. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Cocktail. Merci Maurice. Maurice, je vais vous demander de rester sur scène. Je voudrais que vous remerciiez toute l'équipe de la Fondation qui a fait un travail absolument remarquable pour organiser cette soirée. J'avais demandé que ça soit dynamique, que ce soit court, etc. J'espère que ça l'a été. Et je remercie tous les intervenants qui se sont pliés à rester dans 5 minutes dans le temps imparti. Bonne soirée à tous. Merci Maurice. Je vais appeler tous les intervenants ainsi que toute l'équipe de la Fondation à nous rejoindre sur l'estrade. Tous les intervenants, tous les dirigeants de notre collectif à nous rejoindre sur l'estrade pour une grande photo de famille. Et je voudrais faire un remerciement tout particulier à notre collègue Samuel Cuneo de la communication qui a organisé ce très très bel événement. Jean-Christophe, Philippe, vous pouvez nous rejoindre aussi. Cécile, où est-ce qu'elle est? Cécile, je sais pas, Cécile Joanneau est passée. Merci à toutes et tous. Place au cocktail.